La première question, elle était liée, je pense, à la thérapie. Les gens qui disent que leur travail, c'est comme une thérapie. Il y a deux questions dans cette question. C'est-à-dire, une thérapie, c'est quelque chose de spécifique, ça répond à une définition, c'est un contexte, c'est un soin. D'accord ? Maintenant, si la personne, elle indique que le problème, c'est sa vie familiale, et que pour fuir sa vie familiale qui pose le problème, quand je dis familial, je dis l'environnement domestique. Pas nécessairement familial, ça peut être social, la personne peut vivre dans un environnement qui n'est pas forcément sa famille, mais qui contient des éléments de stress et qui est son environnement domestique, là où elle habite. Et que ce travail soit un espace qui lui permette de sortir de cet environnement et de vivre autre chose, et que donc elle apprécie cet espace. Quand on dit « elle est tout le temps au travail », ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps en train de travailler, ça veut dire qu'elle passe du temps dans cet environnement-là. D'accord ? Après, ça dépend qu'est-ce que c'est que le travail de cette personne. Ça, c'est une chose. Le problème dans ça, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la toxicité de l'environnement domestique ? Ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier les problèmes. Et donc, si on identifie que le problème, c'est l'environnement domestique et la toxicité qu'il représente, ce qu'il y a à régler, ce n'est pas le fait que la personne ait trouvé un refuge pour sortir de cet environnement, mais c'est l'environnement même qui pose le problème. Et c'est cet environnement-là qu'il faut solutionner. Vous comprenez ? Vous avez parlé de l'épuisement professionnel et vous avez dit pourquoi dit-on que le burn-out est un épuisement professionnel alors que c'est le franchissement d'un seuil. C'est bien ce que vous avez dit ? Un seuil de quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui vient après l'épuisement professionnel? C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce que la personne est capable de supporter. Ce qu'on est capable de supporter, c'est un seuil. C'est-à-dire, quand on dit on a dépassé la limite c'est un seuil. Le mot seuil fait référence à un niveau. C'est-à-dire, c'est un niveau. Par exemple, on peut identifier plusieurs niveaux. Quand, par exemple, on travaille et qu'on va prendre l'exemple dans le travail. Ou alors même un exemple plus classique. Vous, par exemple, vous êtes étudiante. Donc, vous êtes dans un parcours d'études où vous avez cours la semaine. Donc, quand vous avez cours la semaine, vous sentez que vous êtes à un niveau de fonctionnement, c'est-à-dire vous vous sentez en forme, un peu fatigué parfois, mais vous identifiez que vous vous sentez un peu pareil. Quand vous sentez que, par exemple, là, on commence à vous mettre des activités le week-end, vous sentez que même quand vous rentrez chez vous, ce qui vous reposait avant ne vous repose plus, vous êtes passé à un autre niveau. Ça veut dire que la manière dont vous ressentez les choses a changé et s'est développée dans un sens. Donc, vous avez changé dans l'évaluation. Si on doit vous faire l'évaluation avec une notation de 0 à 5 pour chacun des domaines de votre vie, vous allez changer de note. D'accord ? Vous allez évaluer qu'en termes de sommeil, vous vous sentez en forme ou pas. De 0 à 5, vous allez dire 3. D'accord ? Et si on passe au niveau supérieur, où on vous donne plus de choses à faire, vous allez dire « je me sens vraiment moins en forme qu'avant ». Vous allez dire 2. Vous êtes en train de changer de niveau. Vous atteignez des seuils différents. Quand maintenant vous arrivez à 0 et qu'il n'y a plus aucune ressource, vous êtes dans l'épuisement, il n'y a pas de récupération. La différence entre l'épuisement professionnel et la fatigue, ou le moment où on est un peu mal, où on ne se sent pas très bien, c'est qu'on ne récupère pas. Dans tous les moments intermédiaires, on se dit si je prends quelques temps de congé, je suis très fatiguée, si je m'arrête un peu, que je voyage, que je reviens, après je récupère et je me sens mieux. Mais quand on reconnaît que c'est un épuisement, c'est qu'on ne récupère pas. C'est que même quand on a dormi, on revient au travail, on se sent toujours mal, on est toujours fatigué, on n'arrive pas, même quand on s'est reposé ou quand on est dans un état où on se sent bien, eh bien, on n'arrive pas à trouver un bénéfice. On n'arrive pas à trouver un bénéfice, même quand il y a une rupture, par exemple, vous êtes hors de votre travail, avec d'autres personnes, dans un autre environnement, vous allez penser quand même à ce que vous avez laissé comme symptômes, comme difficultés dans le cadre professionnel, vous continuez à les ressentir. C'est-à-dire, vous vous dites, je pense quand même du mal de moi-même, qu'est-ce que je dois être, je devrais au moins réussir à finir mon travail. Et puis vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous avez des idées intrusives, vous vous sentez mal. Et en termes de repos, quand même, quand vous avez la nuit pour vous reposer, vous n'arrivez pas à dormir. Donc vous ne récupérez pas. Ça veut dire que vous avez passé, en termes de niveau, vous avez évolué vers un état qui est de plus en plus mauvais. Vous comprenez ? Oui ? C'était votre troisième question, ça ? Oui. D'accord. Autre chose. En fonction des moyens que la personne a, on trouve une situation, une solution, un projet qui lui permette de pouvoir mettre en place une activité qu'elle peut soutenir. C'est-à-dire, combien de fois vous pensez être capable de le faire ? Si la personne dit
je peux le faire une fois par semaine, on va essayer une fois par semaine. Et si la personne dit j'ai réussi une fois par semaine, on va dire maintenant on va essayer 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Mais on essaye de donner des solutions qui sont capables d'être mises en œuvre. Pas des choses comme vous devez par exemple aller vous inscrire dans une salle de sport. Faire du sport, c'est marcher par exemple. On fait une corde à sauter qu'on achète et puis on saute, c'est faire du sport. On n'a pas forcément besoin de développer des solutions qui nécessitent une ressource externe ou alors une personne externe. Si on dit à la personne, essayez de sortir de la chambre et de rester là où se trouvent les autres membres de la famille, par exemple. Ou si la personne vit seule, on lui dira, essayez de marcher un peu dans le quartier, d'apprendre à connaître comment ça se passe dans la ville où vous êtes. Si la personne, elle est par exemple dans une ville où elle n'a pas accès à une forme de sécurité, qu'il n'y a pas la possibilité de marcher jusqu'à un endroit, un point d'eau, où il n'y a pas la possibilité d'interagir avec les autres personnes de son environnement, on va lui dire, essayez d'écouter une émission agréable à la radio, de la musique par exemple. Mais on va proposer une solution à la mesure de ce que la personne peut avoir et dans un coût, c'est-à-dire en termes de temps, en termes d'argent, en termes de moyens à mettre en place. Pour écouter la radio, il faut avoir quelque chose qui nous permet d'écouter la radio. Pour marcher à l'extérieur, il faut avoir la capacité d'avoir accès à l'extérieur. Pour pouvoir échanger avec des personnes dans son foyer, il faut vivre avec des personnes. Donc toutes ces solutions, elles sont évaluées en fonction de la réalité de la vie de la personne. Et donc on propose des tentatives, on essaye des choses, on voit si ça marche, on propose de les augmenter si c'est des choses positives, de les diminuer si ce sont des choses négatives. Maintenant, est-ce que le licenciement peut provoquer une décompensation, c'est-à-dire une explosion de symptômes et la personne perd les repères et se retrouve complètement perdue face à ça? Tout dépend de où est-ce que le licenciement vous trouve dans votre vie. Si par exemple, vous êtes là à un état de votre vie où vous avez tout investi dans ce travail et que vous avez pris par exemple un grand crédit à la banque sur un logement où vous habitez et que ce licenciement a effectivement un impact très important sur votre quotidien et va changer la vie des personnes avec lesquelles vous partagez votre vie, il est d'autant plus possible que ce licenciement vous cause des problèmes, c'est-à-dire c'est à la mesure de la réalité. Si par exemple vous vouliez faire partie d'une association du quartier et qu'ils vous disent finalement on ne te prend plus, est-ce que ça vous dérange vraiment jusqu'au fond? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un problème? Qu'est-ce que vous allez perdre dans ça? Mais si par exemple toute votre famille dépend de ce travail et que vous perdez ce travail, il y a un double problème. D'abord, la place que vous aviez dans votre famille, qu'est-ce que ça représente pour vous? La reconnaissance des membres de votre famille, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont penser de vous? Davantage que les gens du travail. Et en plus, il y a les réelles conséquences, les réelles retombées. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils sont scolarisés? Est-ce qu'il faut les faire sortir de l'école, les mettre dans une autre école? Toutes ces choses-là qui sont des ramifications du problème que vous traversez. Donc, dans ce contexte-là, le trouble qui est présent, le traumatisme que représente le choc du licenciement, il vient s'inscrire dans un contexte. Maintenant, si avant tout ça, vous aviez de la résilience, un entourage qui vous dit c'est pas grave, on va s'adapter, c'est pas la même chose que si vous êtes seul au monde et que vous devez vivre tout ça tout seul et que vous êtes face à toutes ces difficultés seul. Parce que dans ce contexte-là, vous êtes moins capable, moins doté, moins soutenu et donc vous êtes plus vulnérable. Maintenant, il y a aussi les assises narcissiques de votre personnalité. Ça veut dire les bases qui vous servent de repères dans votre personnalité. Ce sur quoi votre personnalité est assise. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme ressources qui vous ont permis de développer une estime de soi, par exemple, une reconnaissance de votre potentiel, un optimisme envers l'avenir. Toutes ces choses-là, elles ont été soit bien fournies par un environnement aimant qui vous soutient, soit mal fourni par un mauvais environnement qui ne vous soutient pas et qui ne vous donne pas ces ressources. Et dans les deux cas, vos capacités de faire face à un drame sont différentes. C'est une permanence, c'est-à-dire c'est rare
il y a des lieux de travail qui sont toxiques, c'est vrai, il y a des mauvais cadres de travail, mais en général, quand on demande une permanence à une personne, un collaborateur dans une entreprise, il y a des roulements de cette permanence, c'est-à-dire pendant une période, un nombre d'heures, c'est telle personne qui est obligée de répondre. Et il y a un roulement, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui sont obligées d'être en permanence en contact avec leur email ou leur message. Maintenant, si jamais on est dans une relation professionnelle toxique avec une personne qui, dans le travail, nécessite sans cesse une réponse et est sans cesse en train de nous solliciter, eh bien, le problème, ce n'est pas notre personnalité ou notre identité, c'est la personne toxique dans le cadre du travail. Et donc, c'est elle qui pose le problème. Et donc, on ne doit pas, c'est pas parce qu'on ne s'adapte pas à ce mode de fonctionnement qu'on a un problème. C'est que le mode de fonctionnement est problématique. Donc, on doit, quelque part, c'est dur de se rendre compte que c'est le cadre professionnel qui est problématique. Beaucoup de personnes changent d'emploi à cause de situations comme ça. Ils considèrent que, en fait, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, ils choisissent de préserver leur santé mentale et ils sortent de ce type de fonctionnement-là. Maintenant, la question, est-ce que, par exemple, les gens qui travaillent dans des environnements et qui vivent aussi dans ces environnements, comment mettre en place un mode de relation qui n'est pas sur le sujet du travail ? Je pense que peut-être, Mademoiselle K, peut-être que c'est ça que j'ai compris de votre question. Ça, tout dépend, encore une fois, de la culture du travail de cet environnement. Par exemple, il y a des gens qui ont des entreprises familiales. Donc, ils vivent en famille, ils travaillent en famille, et leur environnement de travail est aussi lié à la famille. Et donc, dans ce genre de contexte-là, c'est souvent difficile d'identifier les rapports que les uns et les autres ont en tant que membres du même espace, de ceux qu'ils ont en tant que subordonnés, employés, les rapports de force qu'on peut avoir dans le cadre de travail. Aussi, dans un cadre professionnel, l'évaluation qu'on va faire d'une personne, elle va être relativement objective et souvent liée aux performances de la personne. Mais si on n'est pas objectif, c'est-à-dire si cette personne, c'est notre sœur, notre cousin, notre frère, on a des sentiments qui influencent notre jugement dans l'évaluation du travail de cette personne. Donc ça va rentrer en jeu dans comment on va s'adresser à la personne, dans comment on va être satisfait ou pas du travail de la personne. Et ça aura un impact sur la manière dont on réagit dans le cadre professionnel avec cette personne. Ça, en général, les personnes travaillent sur cette notion et trouvent une forme d'équilibre dans cet espace. Certains d'entre eux maintiennent des espaces de vie et des espaces professionnels. Certains d'entre eux trouvent une situation et arrivent à maintenir un équilibre. D'autres ne le trouvent pas et finissent par le quitter. On ne peut pas développer une règle spécifique qui dit que tous les environnements fonctionnent de la même manière. Maintenant, la question de vous, Mademoiselle Gay, c'était, j'ai oublié votre question. Mais quand on part être suivi par un psychologue, par exemple, c'est cette personne qui nous aide et qui nous accompagne à construire des ressources et à identifier ces ressources comme des possibilités de se réaliser mieux. On ne peut pas voir une situation dans son ensemble quand on est à l'intérieur de la situation. On ne peut voir les choses dans leur ensemble que quand on est hors des choses. C'est-à-dire, lorsqu'on traverse une phase difficile, peut-être que soi-même, on n'a pas tout de suite conscience qu'on traverse une phase difficile et on ne peut pas voir les contours de cette situation difficile. C'est le regard d'autrui qui nous permet de regarder, par exemple, le bon, le mauvais côté, la perspective sur la distance, d'avoir une vision vis-à-vis d'un objectif. C'est cela qui nous permet de pouvoir se projeter dans un potentiel futur positif. Et dans ce contexte-là, l'environnement qui nous aide et qui nous accompagne à trouver des solutions constitue des ressources. C'est-à-dire, la personne peut avoir toutes les difficultés du monde à pouvoir s'en sortir parce qu'il arrive des moments où on est en difficulté et on n'a aucune perspective pour s'en sortir. La solution de l'environnement, par exemple, les professionnels qui nous accompagnent et sont des ressources déjà et nous accompagnent à identifier des ressources durables qui ne sont pas eux, qu'on construit en soi-même et qui nous permettent de construire une résistance face aux événements futurs.